Je vais maintenant tendre le micro à Christelle Tissot pour le moment carte blanche Musae. Je rappelle que Christelle a son livre qui sort aujourd'hui, Full Santé Mentale. C'est une pionnière des questions de santé mentale en France avec Musae, un média qui existe depuis déjà 6 ans 5 Bientôt 5. Voilà, Christelle Tissot. Merci Lorraine. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler effectivement de la parution de mon livre Full Santé Mentale aux côtés des personnes qui sont également dans ce livre. Et donc du coup, je vais inviter Daria Marx à me rejoindre sur scène pour parler de ce sujet de la diet culture. On peut l'applaudir. Je vais également appeler la psychiatre Célie Massini également à nous rejoindre sur scène pour échanger sur ce sujet. Et on appellera Lily Rose dès qu'elle nous aura rejoint pour parler avec nous de ce sujet. Juste rapidement, pour celles qui ne connaissent pas Musae, donc c'est un média que j'ai créé il y a bientôt 5 ans, à une époque où la santé mentale, c'était un peu persona non grata dans le débat public. Quand je disais, je vais monter un média sur la santé mentale, on me disait, oh là là, tu vas faire un média pour les fous. Donc voilà, effectivement, était vraiment très, les troubles psychiques étaient très stigmatisés. Ou alors, on va me dire, tu peux pas plutôt parler de bien-être, c'est quand même plus sympa comme sujet. Je fais, bah non, c'est dommage. Je veux parler de santé mentale parce que c'est un enjeu effectivement de santé publique. C'est un enjeu citoyen. Après bientôt 5 ans d'engagement en faveur de ce sujet, donc j'ai l'opportunité effectivement aujourd'hui de publier un livre qui s'appelle Full Santé Mentale. Full Santé Mentale, bon, il y a une petite dédicace à Alain Souchon pour les plus vieux d'entre nous, mais c'est surtout pour dire que la santé mentale, elle est partout, que c'est un enjeu de société. En fait, j'aborde ce sujet par le prisme de sujets intimes, de sujets de société, et je montre quels sont les enjeux de santé mentale qui en découlent, quel est le poids et la responsabilité des structures sociales qu'elles ont sur notre santé mentale. Et c'est découpé en plusieurs parties. Donc il y a un premier chapitre sur les questions d'identité, il y a un second chapitre sur la diet culture dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Je parle également du FOMO pour parler en fait de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Je ne dis pas forcément que c'est mauvais, je ne dis pas forcément que c'est bien non plus, mais en tout cas comment on peut s'en servir pour faire émerger ce sujet et comme ressource. Un chapitre sur la solitude, qui est clairement le sujet majeur et le facteur aggravant en termes de santé mentale. Un chapitre sur les relations affectives, sur la place de l'amitié, sur le burn-out, sur l'éco-anxiété et sur la fête. Merci Lily Rose de nous avoir rejoints. Bienvenue, tu es créatrice de contenu et tu parles notamment en tant que personne concernée des sujets de diet culture. En introduction, je vais juste vous donner rapidement la définition que j'ai de la diet culture dans mon livre, qui est la diet culture ou culture du régime en français est la préoccupation incessante de l'apparence physique associée au respect des normes alimentaires strictes. Elle peut inclure des recherches obsessionnelles sur les limites caloriques et sur toute autre méthode utilisée pour perdre du poids et un niveau d'exigence démesuré dans la pratique sportive. C'est un système de valeurs entièrement fondé sur la minceur et les moyens pour y parvenir. Et bien évidemment, elle touche avant tout les femmes. J'aimerais vous faire réagir sur cette définition. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Est-ce que vous avez envie de la compléter ? Est-ce que le sujet de la diet culture était un sujet que vous abordez dans vos consultations, dans vos prises de parole, dans votre quotidien ? Qui veut commencer ? Daria. Celui-là, donc. Oui, évidemment, la diet culture, c'était au centre de beaucoup de... Enfin, ça a été le lieu de beaucoup de déconstruction. On a l'impression qu'on a vaincu cette espèce de dragon qui essaye de dompter toutes les femmes et les minorités de genre, mais en fait, c'est pas vrai. Elle se déguise juste autrement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins de régime, parce qu'on a un peu compris que les régimes restrictifs, c'était vraiment pas une bonne idée dans 95% des cas. Donc maintenant, on parle de jeûne intermittent, de rééquilibrage alimentaire, etc. Mais on reste quand même dans des choses qui sont restrictives. Et puis,
les réseaux sociaux, pour le coup, ne nous aident pas tellement sur ce coup-là, parce qu'il y a vraiment une culture de l'apparence qui met beaucoup la pression, notamment aux femmes et aux minorités de genre. Moi, ce que je rajouterais à la définition, c'est que pour moi, la diet culture, c'est vraiment le climax du capitalisme, quoi. C'est vraiment l'organisation d'une économie pour retenir les femmes et les minorités de genre captives de leur apparence et de leur propre peur au profit de bonhommes qui dirigent des grosses sociétés. Par exemple, Weight Watcher a été très longtemps propriété du groupe Heinz qui fait de l'agroalimentaire et du ketchup. Enfin, moi j'aime bien rappeler ça parce que et maintenant ça appartient à une dynastie belge de l'industrie sucrière. Donc, enfin, on peut rigoler 2 minutes de ça, quoi. Complètement. Et Weight Watchers, l'ancien directeur marketing de Weight Watchers, qui a quitté ses fonctions il n'y a pas très longtemps, j'en parle dans le livre, a avoué qu'effectivement, leur programme ne fonctionnait pas du tout, finalement. Bien sûr, il y a une grosse méta-analyse sur Weight Watchers, pardon, je peux en parler des heures, donc je vais passer par après, mais qui montre qu'en fait, Weight Watchers gagne de l'argent à partir du moment où vous échouez 1 fois et demie. Donc vraiment, tout est fait pour que vous réinvestissez dans le programme au moins 1 fois et demie, pour qu'il commence à gagner de l'argent sur votre dos. Donc tout ça est vraiment très puissant. Lily Rose, est-ce que tu veux compléter ton approche de la diet culture ? J'ai pas vraiment de choses à ajouter parce que je pense que entre la définition et ce que tu as pu ajouter, ça a été assez couvert. À part que oui, en fait, on pense que ça évolue, mais ça évolue aussi dans un sens où ça se dissimule différemment, parce que je pense à la génération de ma mère où c'était quelque chose de très normalisé dans la société, où c'était normal en tant que femme de faire attention à ce qu'on mange, et qu'il y a eu tout ce mouvement body positive où il y avait un mouvement vers l'inclusion et vers le fait qu'on peut s'accepter tel qu'on est, etc. Mais maintenant, on voit d'autres mouvements, en tout cas moi sur les réseaux sociaux, à travers le skinny talk, où on voit juste que ça prend une autre dimension. Et ouais, le fil conducteur de ça, c'est y a tout ce côté un peu marketing derrière, parce que la diète culture fait vendre, et c'est vraiment la course au marketing, quoi. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Complètement. Et les premiers à avoir prôné la diet culture dans les années 1920, c'était Lucky Strike. En disant effectivement, fume une clope, ça te fera maigrir. Très sympa. Célie. Oui, un peu pareil, pas grand-chose à rajouter sur le plan de la définition propre qui, je pense, là, voilà, tout le monde a bien compris de quoi on parle. Peut-être plus sur le processus que ça vient nourrir, à savoir la restriction cognitive. Globalement, la diet culture, elle irrigue ce processus qui consiste à catégoriser les aliments selon qu'il y en aurait des bons et des mauvais. Et le problème de ce processus psychologique, c'est que il est à la base et il est commun aux 3 principaux troubles du comportement alimentaire, que sont l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, et que au-delà des personnes qui sont concernées par les troubles du comportement alimentaire, c'est aussi la base de tous les régimes, de toutes les approches qui visent à la perte de poids, et dont on a vu que elles ne fonctionnent pas, voire même elles sont délétères et nourrissent du coup la prise de poids, au contraire, et donc surpoids, obésité, qui à eux ensuite peuvent découler aussi des conséquences sur la santé physique, la santé mentale, et donc du coup rien de bon qui découle de tout ça. Et j'ajouterais aussi que la diet culture nous fait indexer notre estime personnelle sur notre corps uniquement, comme si effectivement tout le reste n'avait aucune importance. On parle beaucoup en ce moment de la hausse des hospitalisations des jeunes femmes, notamment en raison des troubles des conduites alimentaires. Est-ce qu'on a vu un impact direct, ou est-ce qu'on a déjà le recul nécessaire par rapport notamment au retour du mouvement pro-Ana, notamment sur TikTok, avec Skinny Talk? Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que la filière de soins TCA, elle est complètement saturée. Et il y a eu une énorme augmentation des demandes de soins pour les troubles du comportement alimentaire, déjà depuis la période du Covid. Donc là, certainement que la hausse des hospitalisations, ce ne sera pas le premier facteur qui nous donnera des informations sur l'impact de ce mouvement Skinny Talk, et donc de l'augmentation des contenus qui visent à
mettre en place une restriction alimentaire. Et en plus, les hospitalisations, finalement, c'est qu'une seule partie des soins du TCA. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est cette augmentation très importante des besoins en soins pour les troubles du comportement alimentaire, notamment depuis la période du Covid. Et ce qu'on sait, c'est que le fait d'utiliser les réseaux sociaux, ça a été montré que ça augmentait les préoccupations corporelles et le risque de développer des troubles du comportement alimentaire, d'autant plus chez les filles, du fait de la comparaison sociale et d'une pression qu'elles se mettent qui est d'autant plus élevée que ces messages les targetent de façon plus importante. Oui, une fois qu'on et met de le l'hétéropatriarcat, excusez-moi. Pardon ? Non, c'est vrai, à cause de l'hétéropatriarcat aussi, du regard des hommes qui nous est imposé toute la journée. Enfin, skinny talk, c'est une chose, ça existe. La compétition entre femmes, c'est une chose, mais aussi le male gaze, le regard des hommes auquel on n'échappe pas, quelle que soit sa condition, quelle que soit la manière dont on exprime son identité de genre. À partir du moment où on est identifié comme femme, on subit un male gaze extrêmement important. Et ce male gaze ne change pas et condamne les femmes à vouloir... c'est ce male gaze qui organise la compétition contre les femmes, quoi. Je pense qu'il faut être aussi clair là-dessus, et sur une société qui est tout entière construite pour faire kiffer les mecs, pour le dire simplement. Complètement. Et donc les femmes devraient se plier à cet exercice-là, elles aussi, en rentrant dans des cadres qui sont censés leur faire plaisir. Pardon, excusez-moi. Et ce male gaze qui également design les algos aussi. Enfin, c'est ça aussi la problématique. Et effectivement, quand tu mets le doigt dans TikTok et tu commences à avoir un contenu pro-Ana, en fait, c'est un enfer parce que du coup, c'est une histoire sans fin. Et on voit que les trends qui fonctionnent le mieux sur TikTok, les 10 meilleurs, ce sont toutes des trends liées à la nutrition, toutes des trends qui incitent les femmes à maigrir et que des trends en fait qui amènent sur des troubles des conduites alimentaires. Et en ça, je trouve ça effectivement, alors je sais pas si courageux c'est le terme, Lily Rose, mais du coup, toi, tu as choisi justement de prendre la parole sur les réseaux sociaux, et notamment Insta et TikTok, pour effectivement sensibiliser en tant que personne concernée sur ce sujet. Pourquoi avoir choisi cet écrin, et du coup, comment ça se passe, quelle est ta ligne édito justement par rapport à ça? C'est intéressant. Alors c'est marrant que tu parles de choix, parce que c'est pas vraiment un choix très conscient. On va dire que moi, ça s'est fait petit à petit. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé les réseaux à 16 ans parce que je m'ennuyais pendant le Covid, et ça a pris une dimension où en fait j'ai réalisé quelque chose de super puissant sur les réseaux, c'est le partage d'expériences. Et c'est un outil de dingue, parce que en fait on peut partager, n'importe qui peut partager des choses qui nous touchent, et d'autres personnes peuvent se reconnaître, et c'est un pouvoir immense de représentation, parce que sans les réseaux, avant, on était représenté que par les pubs, les choses comme ça, etc. Donc c'est quelque chose qui est venu petit à petit chez moi, et aujourd'hui je continue, parce que justement je me rends compte de l'impact vraiment positif que ça peut avoir, malgré toutes les déviances qu'on peut retrouver sur les réseaux. Je me dis que c'est juste mettre ma petite pierre à l'édifice comme je peux, quoi. Et c'est vrai qu'on incrimine beaucoup les réseaux, mais bon, la santé mentale, en tout cas, le sujet a aussi émergé sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout avant le Covid, mais c'est un peu la même mécanique que MeToo. Finalement, le sujet a été visibilisé grâce aux réseaux sociaux, et c'est vrai que sans ça, je suis pas sûre que des médias mainstream, effectivement, en auraient parlé. Après, il y a également eu le poids du Covid qui nous a fait nous rendre compte que finalement, on avait une santé mentale, au même titre qu'on avait une santé physique. Daria, toi, tu es également effectivement engagée à travers Gras Politique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et quelles sont les actions en fait de Gras Politique par rapport, entre autres, mais pas que, contre la diet culture? Moi, j'ai un peu une double casquette, parce que à la fois, je suis militante contre la grossophobie dans une association qui s'appelle Gras Politique, qui a pour œuvre d'abord d'informer les personnes grosses sur la grossophobie qu'elles subissent, parce que c'est tellement un angle mort des discriminations aujourd'hui que parfois vraiment c'est faire voir la lumière à quelqu'un, de dire en fait si tu es maltraité c'est parce que c'est de la grossophobie, c'est pas juste parce que tu es méchante ou que tu as fait quelque chose de mal, c'est qu'il y a vraiment une discrimination systémique qui s'applique à toi, etc. Et puis on fait aussi des actions de prévention. On a vraiment à cœur d'aller parler à plein de publics différents,
on va parler aux associations de nouveaux étudiants en médecine, au collège, au lycée, dans les associations, etc. Donc on essaye vraiment de parler de grossophobie, de faire exister ce mot en fait qui est rentré dans le dictionnaire il n'y a pas tellement longtemps, donc il y a vraiment un long chemin à parcourir. Et à côté de ça, mon activité professionnelle, c'est de travailler à la Maison Perchée, qui est un lieu d'accueil pour les personnes qui vivent avec les troubles psychiques. Alors on traite pas des troubles du comportement alimentaire pleine face, puisqu'on se concentre sur les grandes pathologies, les grands troubles psychiques, mais par contre on s'aperçoit que toute notre communauté elle est impactée par les troubles du comportement alimentaire qui viennent en comorbidité d'autres troubles psychiatriques. Et en fait ça c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent pas traité à sa hauteur. Pour des gens, par exemple, qui vivent avec une schizophrénie et qui ont aussi un trouble du comportement alimentaire, on va dire, l'urgence, c'est plutôt la schizophrénie, le trouble du comportement alimentaire, on verra plus tard. Ce qui peut poser des vrais problèmes à la personne. Et puis, et je voulais juste revenir sur le fait que, pardon, je parle beaucoup, mais en fait, il n'y a pas eu le Covid, quoi. Enfin, moi, j'ai 45 ans. Moi, je me souviens des pubs avec cette femme extrêmement anorexique qui avait mis en scène son combat sur des grandes affiches pour alerter sur l'anorexie. Je sais pas, ça devait être il y a une vingtaine d'années. Enfin, je veux dire, et alors, il y a toujours eu cette espèce de bataille entre les personnes qui souffrent d'anorexie et les personnes qui souffrent de boulimie, parce qu'on a l'impression qu'on parle beaucoup d'anorexie comme quelque chose de très dangereux, très impactant, et que donc on apporte beaucoup de care et de soins aux personnes qui souffrent avec l'anorexie, et tant mieux, et c'est normal. Mais en fait, les TCA, c'est vraiment un spectre. En fait, la souffrance, elle est la même de tous les côtés, et je crois que c'est important de le rappeler. Et vraiment, moi, ma mère est anorexique. Enfin, je veux dire, les troubles du comportement alimentaire, les troubles des conduites alimentaires, comme on dit maintenant. Enfin, on n'a pas attendu le Covid pour qu'elle nous pète à la gueule. C'est juste que maintenant, comme tu le disais très bien, on a des possibilités de les dire et de les faire exister sur les réseaux, et c'est peut-être ça qui rend un effet loupe. Mais en fait, j'ai l'impression de tout temps, les femmes, les minorités de genre ont eu des restrictions alimentaires imposées, se sont demandé à quoi elles ressemblaient. Dès qu'on a inventé le concept de calories, ils se sont dit il faut pas que je mange plus de 600 calories au déjeuner. Enfin, moi quand je donne j'arrête de parler après, promis, mais moi quand je fais des formations, je demande à tout le monde de fermer les yeux et je dis ok, ceux qui savent déjà combien ils vont manger de calories à midi, levez la main. Ceux qui ont eu du mal à se mettre en maillot de bain cet été, levez la main. Et en fait, je me rends compte, notamment quand c'est des femmes ou des minorités de genre, que 95% de la salle lève la main, quoi. Enfin, on est vraiment à des niveaux. Parce que là, on parlait d'hospitalisation pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais en fait, ça commence bien avant l'hospice. Et après, j'arrête. Et la filière de soins des troubles de comportement alimentaire, elle est bouchée, mais surtout, elle n'existe pas. Enfin, c'est quand même très difficile aujourd'hui encore, quoi. Voilà, j'arrête. Célie, est-ce que vous voulez rebondir justement sur ce que vient de dire Daria ? Je pense que je suis d'accord sur le constat. Alors peut-être pas sur le fait que ça n'existe pas, mais peut-être plutôt sur le fait que c'est insuffisant. Que à chaque fois qu'on ouvre un nouveau dispositif, une nouvelle unité, une nouvelle ligne téléphonique, une nouvelle consultation, c'est saturé en l'espace d'un mois. Enfin, vraiment, c'est on-off. Enfin, voilà. Et que du coup, il y a aussi tout un enjeu autour de la formation des professionnels pour que y ait des professionnels spécialisés, etc. Parce que il y a cet enjeu-là aussi de pouvoir accueillir les personnes et leur proposer les soins qui sont adaptés. Et à Paris, on est relativement privilégié. Et malgré ce privilège, c'est complètement saturé. Donc ça dit aussi quelque chose. Enfin, pas dans toutes les villes de France il y a une consultation TCA, pas dans toutes les villes de France encore moins il y a une unité spécialisée sur ces sujets. Donc effectivement il y a un gros travail pour développer les filières de soins et pouvoir répondre à la demande qui existe en termes de prise en charge. Et justement, pour refaire un point sur les troubles des conduites alimentaires, on parle effectivement beaucoup de l'anorexie, mais il n'y a pas que ça. En effet, est-ce qu'on peut refaire un point de définition sur quelles sont-elles ? Et aussi, il y a des nouvelles formes aussi qu'on voit apparaître, comme l'orthorexie, par exemple. Alors, vraiment, en quelques mots un peu schématiques, du coup, effectivement, donc, il y a l'anorexie mentale, donc, qui va se définir par le fait d'avoir un poids insuffisamment important. Donc, la complication principale, c'est la dénutrition et qui s'associe à une peur de la prise de poids, et c'est ça qui entraîne souvent la dénutrition.
Et dans cette forme d'anorexie mentale, il y a un peu deux sous-types. Un sous-type restrictif, où il va y avoir au premier plan la restriction alimentaire et la diminution des apports. Et il y a un autre sous-type avec accès hyperphagique et purgatif, donc avec des crises de boulimie, mais qui là rentre dans un autre diagnostic qui est celui de l'anorexie mentale. Ensuite, il y a la boulimie qui se caractérise par la coexistence à la fois d'accès hyperphagique, la crise de boulimie telle qu'on l'entend, et de comportements compensatoires de ces crises de boulimie. Les comportements compensatoires, ça peut être ceux qui sont les plus médiatisés, à savoir les conduites de purge, les vomissements, les prises de laxatifs, mais ça peut être aussi le fait de faire des sauts de repas, le fait de faire du sport à outrance. Et enfin, pour le troisième principal trouble des conduites alimentaires, on a l'hyperphagie boulimique qui là se caractérise par l'existence d'accès hyperphagique, les crises de boulimie, mais cette fois-ci sans comportement compensatoire. Et une chose qui est assez importante à souligner, c'est qu'on estime que chez les personnes qui souffrent d'obésité, il y a 30 à 50% qui souffriraient d'une hyperphagie boulimique qui, aujourd'hui en France, est insuffisamment diagnostiquée et insuffisamment prise en charge du fait de l'absence ou de la très faible existence de structures spécialisées dans l'accompagnement de ces problématiques. Et certaines professionnels de la santé assimilent les troubles des conduites alimentaires à un trouble lié à l'addiction. À l'addiction, effectivement, quelque part un peu à la performance, mais également à l'addiction aussi à être toujours, tout le temps plus mince. Est-ce que vous corroborez cette thèse? Parce qu'elle fait pas forcément... tout le monde n'est pas d'accord avec ce côté addiction des troubles des conduites alimentaires. C'est vrai que c'est une lecture qu'on peut avoir de ce type de problématique. Cette théorie, elle est basée sur notamment des recherches qui ont montré que le circuit de la récompense, qui est présent chez chacun d'entre nous, est activé par les symptômes du trouble du comportement alimentaire et activé d'une manière qui est pathologique et qui entretient les troubles des conduites alimentaires, avec notamment, par exemple, une activation lors de moments de restriction, lors de moments de conduite de purge, lors de moments de sport à outrance, là où normalement ce circuit de la récompense, il est quand même plutôt censé nous pousser vers des comportements qui sont propices à notre survie. C'est comme ça que c'est censé fonctionner quand il n'y a pas un trouble qui vient perturber le fonctionnement. Et donc, du coup, c'est une lecture de ces symptômes. Et ça peut informer les outils qu'on va pouvoir utiliser et proposer aux patients concernés. Donc, finalement, le mot qu'on met derrière, est-ce que c'est une addiction ou pas ? On pourrait parler d'une addiction peut-être comportementale sur certains points, mais ce qui est surtout important, c'est qu'est-ce que ça va ouvrir en termes de prise en charge et en termes de qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux personnes. Est-ce qu'elles s'en saisissent, est-ce qu'elles s'en saisissent pas, et pas hésiter à changer de référentiel si la personne, ça lui parle pas et que ça correspond pas à son vécu et sa souffrance. Et qu'est-ce que ça va faire aussi en termes de souffrance psychique, effectivement, en termes de santé mentale. Et moi, je trouve que ce côté estime personnelle, d'indexer son estime personnelle, sa personnalité, qui on est, uniquement sur l'apparence et sur son poids, c'est quand même quelque chose d'extrêmement délétère pour la santé mentale, et d'autant plus quand on a 15-25 ans et qu'on est effectivement en quête d'identité, de confiance, etc. Lily Rose, toi, de par ton parcours, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça l'a impacté et comment toi tu as réussi effectivement à reconstruire une estime personnelle en t'affranchissant justement de ce diktat? C'est un peu abstrait et en même temps très concret. C'est un chemin assez houleux. On va dire que c'est jamais très linéaire, mais je pense que j'ai réussi à reconstruire mon estime de moi en dehors de mon apparence et de mon corps et de comment les autres me voyaient, en faisant des choses avec lesquelles je me sentais alignée. Donc, par exemple, créer du contenu santé mentale sur les réseaux et aider d'autres femmes, et puis même instaurer des petites choses dans mon quotidien où ça peut être tout bête, mais aider une mamie à traverser la route, et après on se dit
En vrai, j'ai fait quelque chose de bien et ça fait que je sais que je suis une bonne personne et je sais que je fais des choses bien et que je suis beaucoup plus que juste une façade. Et puis le lien social aussi a énormément aidé. On n'en parle pas assez, mais ça a une puissance de dingue. Et quand on a des TCA et quand on souffre, on a tendance à avoir le réflexe de beaucoup s'isoler, notamment depuis le Covid, avec les réseaux sociaux et tout, où on est très tenté de rester chez soi et s'isoler du regard des autres, parce qu'il est aussi assez pesant quand on a une faible estime de soi. Mais vraiment créer des relations de qualité, les entretenir, se forcer même des fois à aller voir un petit peu du monde, même si c'est un gros pas pour sortir de sa zone de confort. C'est tellement puissant et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà. Et c'est vrai que la diet culture aussi nous coupe du monde, parce qu'en fait on est tellement occupé à faire du sport, à checker ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on n'y met pas, etc., que du coup on n'a plus le temps, et que aussi on évite les sorties sociales où on sera amené potentiellement à être en contact avec de la nourriture ou autre. Toi, Daria, par rapport à ça, par rapport à cette question d'estime personnelle, comment ça se construit, comment ça se muscle au quotidien? Parce qu'effectivement, comme l'a dit Lily Rose, c'est un chemin pas linéaire. Ben, moi, j'ai pas un exemple personnel très parlant par rapport à ça, parce que je crois que je me suis jamais détestée. Bah, c'est plutôt chouette. Mais vraiment, même quand j'étais ado et que j'étais vraiment déjà très gros et que je me faisais déjà super charrier, en fait, moi, je me suis toujours interrogée sur, mais en fait, ce n'est pas normal qu'on me traite mal parce que je suis gros. Enfin, moi, ça m'a toujours créé un espèce de vertige, même quand j'étais ado, je me souviens de me dire, mais en fait, vous êtes débile, quoi. Enfin, c'est parce que je suis gros, ça n'a aucun sens ce que vous faites, quoi. Donc moi, je me suis jamais trop détestée. Moi, je souffre de comportements troubles de conduite alimentaire, notamment de binge, du binge eating nocturne, des choses comme ça. Et ce qui m'a aidé à aller mieux, c'était pas tellement par rapport à mon apparence, c'est d'abord aller mieux globalement dans ma vie, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de plus avoir de crise de compensatoire quand on n'a plus rien à compenser. Enfin, voilà, quoi. Notamment, ça a été pour moi un chemin de rétablissement sur un trouble anxieux généralisé qui faisait suite à un PTSD, suite à un inceste, voilà, puisqu'on se dit les termes. Donc ça m'a beaucoup aidé à aller mieux. Mais après, moi, je considère toujours que le chemin de rétablissement en tout cas pour moi, pour mon trouble du comportement alimentaire, c'est un chemin vertueux. Et parfois, je dis même que je pense que si j'avais pas eu mes crises de boulimie ou mes crises de binge, bah, sans doute, je me serais foutu en l'air, quoi. Parce qu'en fait, je pense que si j'avais pas eu cette soupape à faire péter quand j'étais tellement en souffrance, etc., en fait, dans les stats qu'on a, je sais pas si ça a été dit avant, mais il y a aussi une très grande montée en ce moment des conduites auto-agressives chez les jeunes filles. Mais en fait, moi, la boulimie, ça m'a servi à ça. C'était ma manière de me scarifier, je pense. Et quand on se scarifie, quand on se fait du mal, il y a aussi ce moment après où on se dit ah, ça va vachement mieux, parce qu'en fait, c'est comme une soupape. Alors c'est une soupape qui est pas bonne et je vous la conseille pas. Sauf que moi, je pense que si je l'avais pas eu, je pense que la soupape d'après, elle aurait été encore plus grave. Donc pour ça que ça aussi, ça m'a aidé à faire la paix avec mon trouble, de me dire qu'en fait, ok, c'était pas cool, mais quand même, ça m'avait aidé quelque part aussi. Et puis aussi, je pense qu'il faut arrêter de... Je réponds pas à ta question, là. Si, okay. Si, tu réponds tout à fait à ma question. Je pense qu'il faut aussi, une fois qu'on a compris qu'en fait, malheureusement, que la responsabilité des troubles, j'ai encore du mal à dire des conduites alimentaires, en fait, faut arrêter. C'est pas que notre responsabilité de nous en sortir, en fait. C'est vraiment l'organisation d'un système qui nous conforte dans ça. Et une fois qu'on arrive à prendre du recul sur ce système, à trouver des petits moyens de s'en extraire. Alors, je dis pas qu'il faut partir dans le Larzac, élever des chèvres en communauté, enfin voilà. Mais juste des petits moyens de prendre 10 mètres de recul par rapport à ce système et à se dire, ok, en fait, je suis pas obligé de tout prendre. Je peux faire le tri, je continue à me maquiller, mais peut-être si je prends du dessert, c'est pas grave. Enfin voilà, on peut s'aménager des poches en fait de douceur par rapport à soi, et chacun les trouve là où il veut, quoi. Et ça aussi, je trouve que ça répare beaucoup. Et évidemment, une bonne thérapie quand on a l'argent, c'est quand même formidable. J'entendais la dame de ce matin dire les CMP c'est super, mais moi je le vois tous les jours à la maison Perchée. On a des jeunes, ils ont 18 mois d'attente en fait pour un CMP, quoi. Comment est-ce qu'on veut que les gens se soignent? On organise vraiment, on perpétue la souffrance à un niveau très très grand avec la gestion de l'argent public et la gestion de la santé publique en ce moment, quoi. Et il faut vraiment qu'on soit tous très très conscientes de ça, quoi. Complètement. Ce matin, j'étais à une table ronde et on peut l'applaudir. Ce matin, j'étais à une table ronde au ministère des Sports et de la Jeunesse sur quelle solution pour la santé mentale des jeunes. Mais elle est assez simple, en fait, les gars, la réponse, hein?
Enfin, mais oui, il nous faut des moyens. Enfin, je sais pas ce que. Grande cause nationale, vous avez dit, grande poche nationale. Grande blague. Grande blague nationale. Justement, Célie, par rapport à tout ça, donc oui, il faut des moyens. Vous, sur le terrain, comment ça se passe concrètement et effectivement, comment vous avez vécu cette grande cause nationale? Voilà. C'est une réponse aussi. Oui, je pense que c'est ma réponse. On a besoin de moyens, on a besoin d'être plus nombreux, on a besoin de plus de lits d'hospitalisation. On a besoin effectivement de CMP dans lesquels il y a plus de professionnels de santé. Et en fait, là, le niveau de demande de soins est trop important par rapport au nombre de personnes qui sont disponibles pour les donner et aux structures aussi d'accueil, parce que finalement, il y a certes les postes, donc le fait de pouvoir avoir X infirmiers, infirmières, X psychiatres, etc., mais il y a aussi la question des chambres, des lits, et quand même depuis, alors là je vais le dire à la louche, 10 ans, mais ça a commencé bien avant, on est plutôt dans une tendance où chaque année il y a des fermetures de lits, en tout cas à l'échelle nationale. Et donc du coup, forcément, on voit que la tendance, elle va pas dans le bon sens. Donc effectivement, il y a besoin de plus de moyens, très clairement. Et est-ce qu'il y a besoin de déstigmatiser la profession de psychiatre? Est-ce qu'il y a encore des clichés par rapport à cette profession? Je pense, j'ai pas de données là-dessus. À titre personnel, moi, je me suis jamais sentie stigmatisée, donc je peux parler de ça. Effectivement, peut-être que au sein des études de médecine, on peut faire encore mieux pour qu'il y ait des stages systématiques. Je sais que là, dans le changement de la maquette des internes de médecine générale, il y a l'idée que chacun puisse bénéficier d'un stage dans des services de psychiatrie, parce que en fait, 50% des consultations de médecine générale sont pour des motifs psychiatriques, et donc du coup, les médecins généralistes sont les premiers acteurs de terrain à prendre en charge ces problématiques-là. Et effectivement, il y a des campagnes de sensibilisation pour inviter les jeunes diplômés à choisir cette spécialité. Et il y a eu aussi une augmentation des quotas du nombre d'internes chaque année qui sont affectés à la psychiatrie, ou en tout cas qui peuvent avoir la possibilité de choisir un poste en psychiatrie. Donc il y a des choses qui sont mises en place et qui vont dans le sens de former plus de psychiatres. Maintenant, certainement que tout le travail qu'on peut faire sur en parler plus et déstigmatiser et la profession et les soins en santé mentale va forcément avoir un impact positif aussi sur créer la vocation. Complètement. Lily Rose, toi tu parlais Daria, toi tu parlais de rétablissement, mais t'en parlais aussi un petit peu quand tu disais qu'effectivement c'est pas linéaire non plus aller mieux. Toi, quel a été ton accompagnement? De quels soins tu as pu avoir? J'ai fait. Du coup, moi, c'était très jeune que je suis tombée malade. J'avais à peu près 14 ans. Donc, c'était mes parents qui ont pris cette responsabilité. Donc, déjà, c'est une chance d'avoir des parents qui ont pu gérer ça pour moi. Et j'ai vu, je sais pas, une dizaine de professionnels différents. Et ça a pas beaucoup servi. Il faut aussi savoir que c'était il y a quelques années. Du coup, maintenant j'ai 21 ans. On parlait pas encore autant de la santé mentale. C'était pas du tout la grande cause nationale comme ça peut l'être cette année. Et encore, on sait que ça veut pas dire grand chose. Mais ouais, je me suis retrouvée du coup avec ma mère qui appelle l'hôpital et on lui dit que je suis trop lourde pour être hospitalisée. Donc on dit ça à une mère qui est démunie devant son enfant, c'est pas ouf. Et puis du coup on s'est tourné vers le privé. Le privé, il faut savoir que des fois ça monte à 200 € la journée pour être pris en cas d'anorexie. Encore une fois, j'avais de la chance d'avoir des parents qui étaient prêts à mettre cette somme. Mais voilà, je me suis retrouvée à me faire insulter en consultation face à un professionnel qui était censé être
spécialisée dans les TCA et qui m'a dit que j'étais qu'une petite chose qui faisait des caprices. Donc voilà. Je les adore. Donc, quoi d'autre, une diététicienne aussi qui n'était pas du tout formée. Et encore une fois, c'était parce qu'elle n'était pas formée qui a voulu me faire signer un contrat comme quoi j'allais manger. Donc, wouhou, la solution. Donc voilà, pas expérience de fou. Donc au final, Dieu merci, j'ai une famille qui a été beaucoup avec moi et des amis aussi qui m'ont permis de m'accrocher. Voilà, donc... J'ai pas le meilleur des exemples. Tu voulais rebondir derrière ? Oui, je sentais. Oui, non, je voulais juste dire que y a des choses qui se développent au-delà de. Bon, on a besoin de psychiatres, on a besoin de psychologues, on a besoin d'infirmières, on a besoin de personnel soignant, ça évidemment. On a besoin d'un hospitalier qui soit fort et qui puisse réagir et qui soit là, ça c'est évident. Mais en fait, pour apporter du soin, il y a plein d'autres choses qui existent aujourd'hui. Évidemment, je parle pour ma paroisse, mais il y a la pérédance, qui est quand même quelque chose de très très fort, qui se développe à la Maison Perchée. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? La pérédance, c'est quand on a soi-même vécu quelque chose. Alors ça peut être un trouble psychique, ça peut être un trouble des conduites alimentaires, ça peut être avoir été victime de violences sexuelles. Avant, on appelait ça peut-être patient expert. Vous connaissez peut-être comme ça. Par exemple, quand on vit avec le diabète, alors on peut devenir patient expert en diabétologie, des choses comme ça. En fait, le principe, c'est d'avoir une relation de pair avec quelqu'un et juste de pouvoir avoir un vécu expérientiel de ce dont on parle, c'est-à-dire pouvoir tirer des grands enseignements de son parcours de soins, de son parcours de maladie, etc. Et de pouvoir échanger avec une paire en disant « Ok, en fait, moi, je comprends vraiment ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, je suis passé par là. » Pas dire moi ce qui m'a aidé parce qu'en fait, chaque parcours de rétablissement est vraiment individuel, donc ne pas copier son parcours sur l'autre, mais dire voilà, moi je connais ces solutions-là, ces orientations-là, ces assos-là, qu'est-ce que tu veux faire ? Redonner du pouvoir à l'autre en lui donnant plein de possibilités de solutions, plein d'issues. En fait, redonner un horizon à la personne qui est dans le mal, dans la crise, en disant en fait, moi je suis passé par là, je crois que c'est possible qu'on s'en sorte, ça va être long, peut-être ça va être douloureux, mais voilà différentes orientations, voilà différentes solutions. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, quoi ? Et ça, c'est vraiment super. Il y a une professionnalisation de ces métiers-là, notamment avec les médiateurs, médiatrices de santé pair, qui font des licences pro ou des diplômes universitaires et qui vont vraiment enrichir les services en intra-hospitalier et même en CMP, dans plein de lieux de soins. Mais juste la pair-aidance, enfin moi je le vois à Gras Politique, on n'est pas diplômé de pair-aidance du tout, mais rien que le fait de faire des groupes de parole entre personnes concernées par les troubles des conduites alimentaires et de pouvoir dire ok, en fait qu'est-ce qui se passe quand on déclenche une crise, est-ce qu'on la voit venir ou pas. En fait, c'est un peu faire de l'éducation thérapeutique entre pairs et pouvoir se donner des astuces entre pairs, etc. Et ça, c'est vraiment très fort. Et en fait, ça fonctionne, quoi. Donc peut-être que la première chose qu'on peut dire, c'est de devenir le père de ses copains, le père de ses proches, et juste voilà, et ça demande une certaine dose de vulnérabilité parce que ça demande de pouvoir dire, en fait, moi aussi, je suis passé par un truc et j'accepte d'en parler. Donc accepter de faire ça, c'est super. Et quand on accepte de le faire, être le père de ses proches, être le père de ses potes, être le père de ses collègues, devenir sauveteuse en premier secours, en santé mentale aussi. Ça vous donne des bonnes billes pour faire ça. Enfin, je pense que je sais que je prêche pour que ça soit pas une responsabilité individuelle de la santé mentale, mais là on est à un point de tellement de souffrance. Je crois que si on a un peu de fuel pour aider l'autre et donner dans le sens là, il faut pas hésiter à y aller. Et c'est des super reconversions pour des gens qui ont eu des parcours abîmés par la santé mentale, de devenir père aidant pro, c'est vraiment des super parcours et c'est vraiment hyper porteur d'espoir. Donc vraiment, si vous êtes soignant, accueillez des pères aidants dans vos services et renseignez-vous sur ce métier qui est vraiment super. On peut applaudir. Et oui, et effectivement, ça donne aussi une autre relation, je pense, aux soins, dans la mesure où on passe par quelqu'un qui est concerné, qui a vécu en fait la même chose, enfin, ou pas de la même manière, mais en tout cas qui a vécu effectivement quelque chose d'équivalent. Donc du coup, il y a une reconnaissance, en fait, une connivence effectivement qui se crée. Ça ne veut pas dire que ça peut pas marcher effectivement avec les professionnels de santé. Ça remplace pas du tout. Voilà, ouais. Mais effectivement, c'est une autre écoute. C'est une autre écoute et justement, comment on peut faire pour sensibiliser en tant que citoyen, en tant que proche, en tant que aidant, pour apprendre à détecter, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les premiers signaux d'alerte, quelqu'un qui peut avoir un trouble des conduites alimentaires ou du moins un rapport qui commence à être compliqué avec l'alimentation. C'est quoi les premiers signes auxquels il faut faire attention ? Je pose la question à toutes les trois.
Je pense qu'il peut y avoir un peu deux dimensions. Les signes à voir chez soi et les signes à voir chez ses proches. Parce qu'il y a des choses qui vont se voir et il y a des choses qui vont pas se voir. Donc chez soi-même, je pense que l'envahissement psychique par les pensées autour de l'alimentation, autour de l'apparence physique, autour de l'activité sportive, etc. Le fait d'avoir du mal à penser à autre chose, que ça vient de plus en plus fréquemment, voilà, on a du mal à se concentrer, on a du mal à faire les choses qu'on faisait habituellement. Et corollaire à ça, le fait de désinvestir, et donc ça, tu en parlais aussi, désinvestir des choses qu'on faisait avant, des relations, avoir tendance à s'isoler, voilà, donc et dans les points qui sont du coup plutôt intrapersonnels et qui peuvent arriver dans tous les types de troubles du comportement alimentaire, l'aménorrhée chez les femmes, donc le fait de plus avoir ces règles, qui peut être un point d'alerte qui va pouvoir survenir dans un certain nombre de troubles du comportement alimentaire. Chez un proche, ce qu'on peut voir, je pense, dès qu'on commence à tiquer un petit peu, parce que les troubles du comportement alimentaire, les troubles des conduites alimentaires, c'est quelque chose qui est aussi normé socialement, c'est-à-dire que le comportement alimentaire, les conduites alimentaires, la manière dont on mange, comment ça se passe, c'est quelque chose qui est beaucoup influencé par le contexte socio-culturel dans lequel on a grandi, dans lequel on baigne. Et ce qui va faire trouble, c'est quand ça va s'écarter très très loin de ça. Et donc, du coup, chez un proche, quand on commence à voir qu'il y a des choses qui nous interpellent, ça peut être un signe. Et puis, les variations pondérales très importantes, dans quelque sens que ce soit, ça peut être aussi un point d'alerte sur le fait qu'il est en train de se passer quelque chose, parce que d'autant plus qu'elles sont rapides, d'autant plus qu'elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique. Merci. Lily Rose. En vrai, pas grand-chose à ajouter, à part le fait que, en général, quand on a souffert d'un TCA, c'est assez facile, entre guillemets, de le remarquer chez les autres. Donc, on peut vite se dire, est-ce que j'aide, est-ce que j'aide pas ? Bien sûr que c'est toujours utile de proposer son aide. Et bien sûr, il y a toujours des manières de le faire. Donc, le seul truc que je dirais, c'est si on est amené un jour à proposer son aide à quelqu'un qui souffre potentiellement de TCA, juste on évite les commentaires sur le corps et l'assiette. Et voilà. Et puis aussi, on évalue son taux de proximité avec la personne, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, qu'on soit un ami, un inconnu ou de la famille, on va pas s'investir de la même manière. C'est aussi important de se protéger soi, parce que faut pas non plus faire dépendre cette personne sur nous. Donc voilà, à peu près ce que j'avais comme réflexion à ajouter là-dessus. Merci. Daria ? J'ai pas grand chose à ajouter. Moi, j'ai souvent des mamans qui viennent me dire je suis inquiète, je sais pas quoi faire, est-ce que tu penses, etc. C'est sûr que si vous retrouvez, si votre enfant commence à voler des sous pour aller boulotter en cachette, ou vous retrouvez des cadavres de bouffe planqués, enfin voilà, c'est vraiment des comportements qui doivent alerter. C'était très bien de rappeler qu'il faut jamais attaquer ces problèmes-là par le poids, dire tu grossis, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vraiment genre un très mauvais message. Et souvent chez les enfants, ce qui marche, c'est toute la famille à soigner, en fait. C'est pas juste la responsabilité de l'enfant. L'enfant, il part pas à 2h du mat au McDo se manger des Big Mac. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est la famille qu'il faut soigner souvent. C'est la seule chose que j'avais ajoutée. Et aussi, je voulais dire un truc intelligent, mais j'oublie. Ah oui, si. Je disais qu'on peut quand même, nous, en tant qu'individus, arrêter d'avoir certains comportements dont parfois on se rend pas compte parce qu'ils sont tellement ancrés dans l'habitude de nos sociétés qu'on fait pas gaffe. Mais par exemple, entre collègues, à midi, on n'est pas obligé de commenter la bouffe de son voisin, de sa voisine. On n'est pas obligé de dire « Ah là là, je pars en vacances, il faut que je perde 5 kilos », même si on le pense très fort et que peut-être c'est un truc qui nous torture, mais en fait, on peut peut-être garder ces petites pensées toxiques pour soi et pas aller polluer tout le monde à l'heure du déj parce que Charlotte a pris des pâtes et que Monique a pris des haricots verts et qu'est-ce qu'il faudrait faire, et je sais pas quoi. En fait, il y a vraiment des gens qui nous rapportent des moments d'angoisse au moment de ces moments partagés de repas, que ça soit un trouble ou un autre d'ailleurs.
voilà, ça peut, voilà. On peut aussi, c'est con, mais des fois, quand on sait qu'on a des gens qui ont des soucis avec la bouffe, bah, quand on va au resto, leur envoyer à choisir un resto qui affiche sa carte sur un site internet. Il y a plein de gens qui sont très rassurés par le fait de pouvoir aller consulter la carte avant, etc. Ça les rassure, notamment dans des troubles ou comme l'anorexie, etc. De pour quelle page je vais prendre, voilà. Et ça permet de sociabiliser un peu avec ces gens-là dans un contexte normal, sans qu'il y ait cette charge d'angoisse en plus pour eux, pour elles. Voilà. Et sinon, pour les gros, pensez aux chaises. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir, mais je le dis. Pensez aux chaises de vos amis gros. Merci. La Dahlia de culture, on l'a dit, c'est de l'imagerie collective, donc il y a effectivement ce qui nous fait du mal, mais il y a également des ressources de plus en plus culturelles qui peuvent nous faire du bien. Il peut y avoir des séries, il peut y avoir des prises de parole d'artistes, il peut y avoir des films, des livres. Est-ce que vous avez une ressource culturelle qui contre la Dahlia de culture à nous conseiller aujourd'hui? Moi, j'ai juste en tête la scène de Julia Roberts, je sais plus dans quel film, mais ouais, c'est ça, où en fait, elle fait un peu un discours sur la pizza et qu'il y a une collègue en face d'elle ou une copine, je sais pas exactement parce que j'ai pas vu le film pour être honnête, où elle dit ah non mais je peux pas, sinon j'ai déjà pris 2 kilos et elle dit mais on s'en fout, enfin la pizza t'es là pour la manger, tu vis qu'une fois, machin, donc c'est un petit peu le seul truc auquel je pense. Après je sais que il y a aussi une artiste qui s'appelle Anaïs MVA qui a fait une musique sur les TCA et qui en parle pas mal dans ses chansons aussi. Allez écouter, c'est très cool et je trouve qu'elle apporte une nuance artistique et poétique super belle autour de ça. Voilà. On note. Célie, derrière. Moi, j'avoue, on a brainstormé dans l'équipe et chou blanc. Pas de souci. Moi, je dirais largement, mettez de la diversité dans vos yeux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez suivre, décolonisez vos réseaux sociaux, allez suivre des gens qui sont pas blancs si vous êtes blanc, pas mince si vous êtes mince, pas valide si vous êtes valide, etc. Mettez de la diversité dans vos yeux, parlez à des gens qui vous ressemblent le moins possible, allez vous friter à l'altérité, à l'autre, et je pense que c'est ça qui fait du bien. Et sinon, moi j'adore la série Shrill, voilà, où il y a une actrice grosse et un peu chelou qui est très cool, que je vous conseille. Et sinon, pour les troubles du comportement alimentaire, il y a une série anglaise qui s'appelle My Mad Fat Diary, qui raconte le quotidien d'une adolescente grosse, et en fait c'est sous forme de son journal, de ses pensées intérieures, et c'est très juste. Pour avoir parlé à plein de personnes qui ont vécu ado avec des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment raconté de manière très juste, donc je vous le conseille. Super, merci beaucoup. Et moi, mes ressources culturelles, finalement, elles sont dans le livre. Voilà, tout simplement, la boucle est bouclée. Et bien évidemment, je parle de Lily Rose et également de toi, Daria, à travers Gras Politique. Il y a également ton livre, 10 questions sur la grossophobie, dont on n'a pas parlé. Qui est à la librairie. Exactement. N'hésitez pas. Ils sont tous à la librairie. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.